Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour Georges. Bonjour Perrine. Merci d'avoir accepté cette interview. Effectivement, vous êtes un professionnel d'un secteur qui peut inquiéter un peu les parents parce que quand un enfant leur dit «J'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, je passe beaucoup de temps sur mes jeux vidéo, et ben, je voudrais en faire mon métier», pour les parents qui nous écoutent, ça peut être un peu inquiétant. Et je voulais qu'on regarde avec vous quels étaient un peu les tenants et les aboutissants de ce secteur d'activité. Est-ce que c'était des vrais métiers qui étaient possibles dans les débouchés après des études en jeux vidéo ou en e-sport? Je vais commencer par vous demander de vous présenter et puis ensuite on parlera de tout ça. Très bien. Écoutez, merci pour l'invitation. Et puis c'est toujours un plaisir de faire de la pédagogie sur ce qu'est le jeu vidéo, qui est, peut-être on aura l'occasion d'en reparler, un secteur qui est à la fois très présent, mal connu et qui suscite beaucoup de fantasmes et d'interrogations. Pour me présenter, moi, donc je suis Georges Naoum, je suis à la fois le directeur national des études de l'école XP School et le directeur de son campus parisien. Je suis quelqu'un qui aime les jeux vidéo depuis petit, et c'est vrai qu'à l'époque, dans mon parcours scolaire, que ça aille de l'école jusqu'à l'université, c'était un moyen, un loisir qui se démocratisait de plus en plus, mais qui n'était pas massif comme aujourd'hui. J'ai continué à m'intéresser, à jouer, à me renseigner sur le jeu vidéo, à faire mes études. Et après, je suis rentré sur le marché du travail et j'ai commencé à créer du contenu dessus. Ça fait une vingtaine d'années que je crée du contenu sur le jeu vidéo. Et depuis quelques années, donc je m'occupe d'XP School. Parfait. Donc vous êtes légitime dans ce sujet-là. Quels sont les débouchés concrets? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, vous formez les étudiants dans un secteur qui a ses propres codes, mais pour exercer finalement, dans la plupart du temps, des métiers, je dirais, classiques de commercial, de marketing, de gestion, mais dans un secteur particulier, c'est ça? C'est ça. Alors, c'est comme toutes les formations, ça vous devez le savoir, par exemple. En France, quasiment la moitié des gens, alors ça va dépendre de la méthodologie, ça va dépendre de comment c'est calculé, par qui c'est calculé, mais c'est 40 à 50% des gens exercent déjà un métier qui n'est pas en rapport direct avec la formation qu'ils ont faite, alors qui est connexe évidemment. Si j'ai fait comptable, je ne vais pas devenir médecin, et si j'ai fait médecin, il y a peu de chances que je sois agriculteur. Mais voilà, il y a déjà le fait qu'en France, en tout cas ces dernières décennies, il y ait quand même beaucoup de passerelles et de fluidité entre les différents corps de métier. Nous, le parti pris à XP, quel va-t-il être? Ça va être de dire, on va former au métier, au secteur du jeu vidéo, qui est très vaste. Finalement, dans le secteur du jeu vidéo, vous allez avoir à la fois des métiers qui sont endémiques, qui sont propres à ce qui se fait dans le jeu vidéo et à l'e-sport et qu'on ne retrouve pas ou peu ailleurs, et ce qui est non endémique et finalement qui peut se retrouver dans d'autres métiers et pas que dans le jeu vidéo. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, en métier endémique, on va avoir les gens qui s'occupent du streaming, de l'influence gaming, de la création de jeux. Ça, effectivement, quand vous faites comptabilité, il y a peu de chances que vous retrouviez ça. Mais à contrario, on va aussi initier et former à d'autres métiers qui, eux, peuvent se retrouver ailleurs. Le marketing, la communication, comme vous l'aviez relevé, l'événementiel, etc., etc. Donc, on va vraiment former sur ces différents univers métiers, marketing, communication, influence. On va former également tout ce qui est gestion d'entreprise. On va former à tout ce qui va être la partie audiovisuelle, streaming. On va former au game design. On va former à ces univers-là et évidemment à la partie e-sport, l'encadrement e-sport et la connaissance du marché. On va former à tout ça en leur donnant la connaissance la plus large du marché, qu'ils puissent faire un choix éclairé en termes de spécialisation quand ils arriveront en troisième et en cinquième année d'études chez nous, et après les affinités de chacun évidemment, mais de manière à ce qu'ils aient un panorama très complet, qu'ils comprennent les enjeux, parce que comprendre les enjeux, ça va être à la fois des enseignements très pratiques, des compétences, mais également des connaissances. La culture jeu vidéo, l'histoire du jeu vidéo, l'histoire de l'e-sport, l'histoire de la pop culture, les cultures et civilisations asiatiques. Vous allez avoir des choses comme ça qui font partie de tout le cursus pour former à des rôles qui sont un peu couteau suisse
de base pour tout le monde, mais qui permettent de se spécialiser selon les envies et les efforts de chacun sur leurs différents projets, leur temps libre, etc. Alors les parents, ils sont inquiets parce qu'en fait, ils ont aussi envie que leurs enfants trouvent derrière un vrai métier. C'est-à-dire que assouvir une passion et la cultiver, c'est super, mais est-ce que derrière l'embauche, est-ce que c'est un secteur qui économiquement va bien? Alors, ben, la crainte des parents est légitime, hein. Ça, c'est évidemment le but des études, au-delà de la stimulation intellectuelle, c'est quand même d'avoir un travail derrière et un métier qui, idéalement, peut plaire aux jeunes qui s'engagent sur cette voie. Pour commencer, c'est un secteur dont les derniers chiffres étaient très bons puisque le jeu vidéo est, je le rappelle, la première industrie culturelle dans le monde et en France. Dans le monde, ça représente plus que le cinéma et la musique, par exemple, en termes de... Je crois qu'on est à 190 milliards de chiffre d'affaires dans le monde, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et en France, on est à 6,1 milliards, ce qui est devant l'édition, qui est la deuxième industrie culturelle, qui était... alors, les derniers chiffres que j'avais vus étaient à 4 milliards, et le cinéma et la musique, qui étaient les deux environ autour de 3 milliards. Donc pour vous situer ça, c'est un secteur qui effectivement est en forte croissance. Après, qui dit forte croissance ne veut pas nécessairement dire qu'il y a forcément le plein emploi et des choses comme ça. Parce qu'un secteur qui fait rêver, donc effectivement, il y a beaucoup de demandes. C'est un secteur qui est de plus en plus concurrentiel parce que ça attire du monde. Et c'est un secteur qui, là, les bons chiffres sont aussi l'indicateur du rattrapage de l'effet confinement, où beaucoup de jeux sont sortis dernièrement. Et là, bah, comme dans tous les secteurs économiques, vous avez des phases de hausse, des phases de baisse. Là, on était assurément sur une phase de hausse. Il est logique que pour 2024, quand les chiffres seront sortis, a priori, tous les spécialistes s'accordent à dire qu'il y a une baisse. Ça veut dire que c'est une baisse circonstancielle, c'est pas une baisse de fond, puisque le jeu vidéo a l'avantage d'être un secteur qui économiquement pèse beaucoup, qui est un loisir pratiqué par l'écrasante majorité de la population et qui finalement est un loisir bon marché. On l'avait vu avec le confinement, le fait de jouer aux jeux vidéo, finalement, il y a besoin de peu d'investissement. Si vous aimez pratiquer le sport, il faut payer l'équipement, il faut renouveler l'équipement, il faut payer son abonnement, il faut payer sa licence, il faut peut-être payer son abonnement au stade ou des choses comme ça. Si vous êtes cinéphile, vous pouvez vous en sortir juste avec une carte d'abonnement, mais par exemple, vous pouvez jouer aux jeux vidéo sans rien débourser avec les jeux free-to-play. Et ça va comme ça selon les loisirs. Donc c'est un loisir qui est très bon marché et qui peut se jouer à plusieurs et qui permet de stimuler humainement, socialement, intellectuellement. Ça, c'est le premier point. Sur les débouchés et les métiers. C'est une question qui m'est très régulièrement posée dans les salons de l'éducation que je peux faire, les parents qui disent: ah oui, mais alors, débouchés, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire après? Il y a évidemment les débouchés qui vont être en général chefs de projet parce que les profils couteaux suisses que l'on a sont appréciés, mais ça peut être des alors, chefs de projet gaming et e-sport par exemple, mais ça peut être des rôles de chefs de projet, de créateurs de contenu, plus axés marketing, plus axés communication, de gens qui vont gérer par exemple la production événementielle, la production audiovisuelle. On va avoir des gens qui, sur les sports, vont gérer, par exemple, vont pouvoir accompagner, encadrer une équipe. On va avoir des gens qui, sur tel aspect ou tel métier, vont pouvoir exercer ce qu'ils ont appris, mais je parlais par exemple, on fait de la gestion financière, par exemple, ça peut aider sur des postes avec des chiffres ou des choses comme ça. Donc, vous avez une trentaine de matières par année chez nous qui sont étudiées, qui se retrouvent d'année en année pour certaines. Donc, ça vous donne une idée des champs de compétences. Et puis, c'est le chiffre que je vous rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand bien même demain, ça arrive, les étudiants peuvent changer d'avis et dire bah, finalement, moi j'aime bien le jeu vidéo, mais je préfère me réorienter vers autre chose. Bah, quand vous savez faire du marketing, de la communication des réseaux sociaux, bah, vous savez en faire pas que sur le jeu vidéo. Alors évidemment, il y a un petit temps d'adaptation par rapport au public en face, ils le font sur la musique ou le cinéma, mais si vous voulez, les compétences, elles sont là. Donc ça permet aussi d'évoluer pour soit immédiatement après ses études, soit également pour le reste de sa carrière. Et de développer, de pouvoir développer des compétences s'ils veulent progresser ensuite dans leur entreprise et ce qui pourrait être différent selon que ce soit une petite PME ou un grand groupe intégré avec des choses beaucoup plus cloisonnées, par exemple. D'expérience, les étudiants qui sont chez vous sont tous des passionnés, des joueurs de jeux vidéo et de e-sport. Alors, ils sont tous passionnés par le jeu vidéo et par l'e-sport. Alors, ça peut varier plus l'un que l'autre selon les profils, mais mieux vaut parce que 4 jours par semaine, pour ceux qui sont en initiale, ils vont parler de jeux vidéo, discuter jeux vidéo, étudier jeux vidéo. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire que quand vous faites un cours de marketing, vous ne parlez que de jeux vidéo. Vous voyez des exemples qui sont hors du jeu vidéo, mais c'est quand même un bain qui est assez constant. Plus les amitiés qui vont se nouer sur place font que c'est d'autres passionnés de jeux vidéo. Donc
S'ils ne le sont pas, c'est que moi j'ai fait une erreur de casting parce que normalement mon rôle est d'alerter si les gens ne le font pas. J'ai déjà eu des cas, mais c'est très rare de couples qui veulent s'inscrire ensemble. Effectivement, il y a un des deux qui peut ne pas être intéressé, mais ça, on les prévient bien que moi, j'ai besoin de trois choses pour que quelqu'un s'inscrive à l'école, que la personne soit curieuse, qu'elle aime évidemment le jeu vidéo et qu'elle veuille faire des études et évoluer sur ce secteur-là après. Donc vous avez ce cas-là où c'est important. Quelle est la proportion qui, derrière, s'épanouissent professionnellement exactement dans ce même secteur? Alors, ça va dépendre parce que vous allez en avoir qui sont sur de l'endémique et du non-endémique. Je prends quelqu'un qui est chef de projet, par exemple sur une agence de communication. Il peut avoir à gérer des projets qui ne sont pas jeux vidéo, mais également dans son champ de compétences, on pourra avoir du jeu vidéo parce qu'il aura été recruté pour ça. Les chiffres que m'avaient communiqués mes collègues du service communication qui s'occupent des taux d'employabilité à la fin, on était entre 85 et 92% de taux d'employabilité à quelques mois après la diplomation. Et dans ce cadre-là, la majorité était dans le jeu vidéo, mais là, je n'ai pas la statistique exacte de tête, malheureusement. Il reste en majorité quand même dans ce secteur-là. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous posent les parents que moi, je ne vous ai pas posées? Alors, c'est pas une question, mais le premier exemple qui me vient, c'est assez symptomatique. Que c'est vrai que moi, je reste dans mon idée de les parents, c'est quand même les parents comme à mon époque, alors, sauf que les parents aujourd'hui, ils ont mon âge et ils ont grandi là-dedans. Et très souvent en salon, j'ai des parents avec enfants qui passent devant notre stand et qui montrent ça à leur enfant en disant: «Ah, regarde, une école de jeux vidéo, ça peut t'intéresser». Et en général, j'ai plus souvent ça que l'inverse. J'ai encore des parents qui disent: «Ah non», ou c'est l'inverse, où l'enfant va dire: «Ah, une école de jeux vidéo», et le parent dit: «Non, non, non, c'est n'importe quoi». Mais ça reste extrêmement minoritaire et en général, oui, les parents le voient, le conseillent, et cetera. Quant aux questions qu'ils peuvent poser, ça va être des questions très pratico-pratiques sur la vie de l'école, le rythme, les programmes, les choses comme ça. D'accord, ok. Ok, bah, tout ça, j'ai vu que votre site était très bien fait, donc je mettrai le lien de votre site dans les notes de l'épisode. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter pour informer les parents? Nous sommes hors Parcoursup. Ça, c'est une question qui revient quand même. Nous proposons de toute façon un bachelor et un MBA en initiale et également en alternance, nécessairement en alternance pour le MBA, les deux étant certifiés par l'État. Nous sommes situés à Paris, Lille, Lyon, Marseille et Bordeaux. Après, évidemment, le site permet de prendre rendez-vous facilement avec les interlocuteurs au local si vous avez des questions, des besoins de rendez-vous, d'accompagnement. On a aussi un rôle de fait de conseiller d'orientation, comme beaucoup de gens dans l'éducation, par rapport à des futurs étudiants qui se cherchent. Et on fait également partie du groupe Ionis, qui est le premier groupe indépendant dans l'enseignement supérieur en France. Et ça nous permet aussi d'appartenir à un réseau, une galaxie sérieuse et d'écoles avec des compétences complémentaires, qui nous permet aussi de créer des projets pédagogiques communs selon les villes où l'on se trouve. Très bien. Bah, écoutez, un grand merci pour ce partage d'informations qui intéressera sûrement les parents. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.